Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la philosophie des Lumières. Pourquoi parler de la philosophie des Lumières ? Bien parce que c'est un mouvement de pensée qui a marqué l'histoire de l'Europe de manière profonde. C'est un mouvement qui a véritablement façonné l'esprit occidental moderne. Nous tous aujourd'hui, nous sommes en grande partie les héritiers de cette pensée des Lumières, les héritiers inconscients. Et donc s'intéresser à la philosophie des Lumières, c'est se donner l'occasion de comprendre un peu mieux notre propre mentalité, de comprendre un peu mieux comment nous pensons, c'est-à-dire finalement comprendre un peu mieux qui nous sommes. Alors, pour situer un peu, la philosophie des Lumières, c'est le XVIIIe siècle, donc c'est le siècle de la Révolution française. Parmi les auteurs les plus connus, on citera Voltaire, Diderot, Montesquieu ou encore Rousseau. C'est un mouvement qui s'est diffusé dans toute l'Europe occidentale, en France, en Allemagne, en Angleterre, et par ricochet aux États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, on remarquera que la traduction du mot lumière n'est pas exactement la même selon les pays. En Allemagne, on utilise le mot Aufklärung, qui ne signifie pas lumière, mais illumination. De même qu'en anglais, enlightenment. Donc il y a cette idée de diffusion, cette idée de propagation qu'on ne retrouve pas dans le mot français. Mais dans les deux cas, la référence à la lumière renvoie à la même symbolique, à savoir la symbolique de la connaissance. La lumière, c'est l'emblématisation de la connaissance. On peut le voir dans notre vocabulaire. Quand on demande à quelqu'un de nous éclairer de ses lumières, on lui demande de nous renseigner, c'est-à-dire de nous aider à comprendre. Quand on dit qu'un propos n'est pas clair, qu'il est obscur, l'obscurité, c'est le contraire de la lumière. Donc un propos obscur, c'est un propos confus. C'est un propos qui entrave la compréhension. On a aussi le mot lucide, qui signifie clairvoyant. Lucide, ça vient du latin lucere, qui veut dire luire. Donc à partir de cette simple interprétation symbolique, on comprend déjà ce qu'est le premier pilier de la philosophie des Lumières, à savoir la connaissance. Les Lumières, c'est le projet de diffuser la connaissance. Et parler de connaissance, c'est déjà introduire un premier concept qui est le concept de raison. La philosophie des Lumières, c'est une philosophie de la raison. Et si c'est important de commencer par ça, c'est parce qu'à l'époque des Lumières, une grande partie de l'influence sur les esprits est exercée par la religion. Plus précisément, par l'Église catholique. L'Église catholique, qui à l'époque détient encore un pouvoir politique, on est dans un régime de monarchie de droit divin, le clergé représente le premier ordre devant la noblesse et le tiers-état. Donc même si l'Église ne contrôlait pas la société tout entière, elle possédait néanmoins un pouvoir d'influence non négligeable, notamment dans le domaine de la culture et de l'instruction. Or pour les Lumières, l'Église, c'est l'ennemi juré de la raison. Je dis bien l'Église et non pas la religion, parce qu'il y a des philosophes des Lumières qui ont une religion, il y a des philosophes des Lumières qui ne sont pas athées. Voltaire lui-même n'était pas athée, il était déiste, il croyait en l'existence d'un grand horloger, c'est sa célèbre phrase « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger ». Donc pour les Lumières, la raison n'est pas incompatible en soi avec la religion, mais elle est incompatible avec la superstition. Autrement dit, elle est incompatible avec une certaine conception de la religion, une conception de la religion qui consiste à prêter à Dieu une volonté, et plus particulièrement, une volonté que l'homme lui obéisse.
on sait que dans la plupart des religions monothéistes, Dieu impose ses lois aux hommes. Les 10 commandements, c'est Dieu qui transmet à Moïse une liste d'interdictions. Les 7 péchés capitaux, c'est Dieu qui défend aux hommes d'être soumis à leurs vices. Et la sanction en cas de désobéissance, on la connaît. C'est l'enfer. Les flammes éternelles. Et ces flammes éternelles sont là comme une épée de Damoclès au-dessus des hommes pour leur rappeler qu'ils doivent craindre Dieu et lui obéir. Eh bien ça, nous disent les Lumières, c'est de la superstition. C'est de la superstition au même titre que de croire que la foudre est le signe que Dieu est en colère. Parce que ça consiste à projeter sur Dieu des sentiments qui sont des sentiments humains. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Le fait de prêter à une entité non humaine des caractéristiques humaines. Et ça, pour les Lumières, ça tient pas la route. C'est pas sérieux. Et c'est d'autant moins sérieux qu'on n'a aucune preuve de cette volonté divine. On n'a aucune preuve que l'enfer existe. On n'a aucune preuve que Dieu nous surveille et qu'il attend de nous quoi que ce soit. On peut croire en Dieu comme principe créateur, comme cause première. Dans ce cas-là, on est dans une approche philosophique de la question divine. Mais faire de Dieu un patriarche à barbe blanche qui nous surveille du haut de sa voûte céleste, pour les Lumières, ça n'a pas de sens. C'est ça la superstition. La croyance irrationnelle. La croyance qui n'est fondée sur rien d'autre que sur elle-même. Au Moyen-Âge, on brûlait les chats noirs. Parce qu'on voyait dans le chat noir un animal diabolique. Aujourd'hui, on ne considère plus les chats noirs comme des animaux diaboliques. Mais par contre, le fait est que quand on croise un chat noir, on y pense. On pense au fait que le chat noir porte malheur. Que passer sous une échelle porte malheur. Que casser un miroir porte malheur. Or la notion même de porte-malheur, comme celle de porte-bonheur, puisque c'est la même chose, elle n'est pas fondée sur la raison. Elle est fondée sur la croyance. Elle est fondée sur de l'irrationnel. Eh bien, pour les Lumières, tout ce qui n'est pas rationnel nous éloigne du vrai, donc tout ce qui n'est pas rationnel doit être combattu. Il y a chez les philosophes des Lumières un militantisme de la rationalité. Militantisme de la rationalité, ça veut dire qu'il y a une volonté de critiquer, de dénoncer, de tourner en ridicule l'irrationalité religieuse et l'irrationalité des préjugés. Quand Voltaire écrivait « Écrasons l'infâme » à la fin de ses lettres, c'était un cri de ralliement des militants rationalistes contre l'obscurantisme religieux. Voltaire était vraiment à l'avant-poste de la critique de l'Église. Il se moquait ouvertement des cultes religieux. Par exemple, dans Zadig, il ironise sur le fait de savoir s'il faut entrer dans le temple de Mitra du pied gauche ou du pied droit. Parce que pour lui, croire que Dieu en aurait quelque chose à faire de savoir de quel pied on entre dans un temple, c'est d'une stupidité sans nom. Parce que ça ne signifie rien en dehors de la signification inventée par les hommes. C'est ça que disent les Lumières, à savoir que nos croyances religieuses sont moins le reflet de la volonté de Dieu que le reflet de ce que nous projetons sur la volonté de Dieu. Donc finalement, à chaque fois que nous prêtons à Dieu une volonté et des sentiments, nous l'humanisons, et en l'humanisant, nous le rabaissons. Pour les Lumières, le véritable blasphème ne consiste pas à se moquer des croyances religieuses. Le véritable blasphème consiste à projeter sur Dieu
nos propres inventions. On parlait à l'instant des superstitions religieuses, de la foudre qui indiquerait la colère de Dieu. Voltaire a écrit un poème qui s'appelle « Le désastre de Lisbonne ». Le désastre de Lisbonne, c'est un tremblement de terre qui a eu lieu à Lisbonne en 1755, un tremblement de terre absolument terrible puisqu'il a fait entre 50 000 et 70 000 victimes. Or, il se trouve que ce tremblement de terre a eu lieu le jour de la Toussaint. Autrement dit, le jour d'une fête chrétienne dans laquelle on commémore les défunts. Comment ne pas y voir un signe? Comment ne pas y voir un message de Dieu en personne? Des dizaines de milliers de morts le jour d'une fête religieuse, cette catastrophe naturelle était en fait une catastrophe surnaturelle. Ça, c'est l'interprétation superstitieuse. Le cataclysme comme châtiment divin, comme punition du vice humain. Et sauf que pour Voltaire, là encore, ça ne tient pas. Parce que les morts de ce tremblement de terre, c'étaient des innocents, dont des enfants. Pour reprendre sa citation exacte, je cite « Direz-vous, en voyant cet amas de victimes, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leur crime. Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants sur le sein maternel écrasé et sanglant. » Fin de citation. Pour Voltaire, interpréter le séisme de Lisbonne comme une punition divine, donc finalement comme quelque chose de juste, c'est absurde. Parce que pour que ce soit une punition divine, encore faut-il qu'il y ait un crime à punir. En tout cas, si on applique un raisonnement rationnel. Parce qu'en l'absence de crime, la punition devient injustifiée. Donc deux possibilités. Soit Dieu n'est pas à l'origine de ce tremblement de terre, soit Dieu est injuste. Vous imaginez bien que, pour un croyant, la deuxième option est encore plus coûteuse. Donc par rapport à la rationalité, ce qu'il faut bien saisir, c'est que, pour les Lumières, rien ne peut être placé au-dessus de la raison. Parce que la raison est un arbitre impartial. Parce que la raison s'appuie sur du factuel et sur du démontrable. Parce que grâce à la raison, on a pu expliquer des phénomènes que la foi et la superstition ne parvenaient pas à expliquer. Et quel est ce domaine de l'explication rationnelle des phénomènes? La science. L'idéal des Lumières, c'est l'esprit scientifique. L'esprit scientifique repose sur l'investigation rationnelle, sur la démonstration, sur la logique. Bref, sur toutes ces facultés humaines qui font que le monde est compréhensible et qui permettent de faire la distinction entre la croyance et la connaissance. D'ailleurs, il est tout à fait logique, pour le coup, que le mouvement des Lumières soit apparu peu après les grandes découvertes scientifiques de la Renaissance. Les précurseurs de la philosophie des Lumières, ce sont les astronomes, ce sont les physiciens, ce sont les mathématiciens. Galilée, Newton, Descartes, tous ces chercheurs qui ont prouvé que, par la raison, on pouvait expliquer des phénomènes qui, jusqu'alors, étaient considérés comme impénétrables à l'esprit humain parce que relevant exclusivement de l'esprit divin. Donc on peut comprendre qu'à l'époque, le pouvoir religieux se soit senti menacé. Parce que ça signifiait que la religion perdait le monopole de la connaissance. Ça signifiait qu'une autre connaissance était possible et qu'elle était même redoutablement plus efficace que la connaissance religieuse. Parce que tout le monde pouvait la vérifier. D'où
les procès en hérésie. Alors, ne soyons pas naïfs. Le procès en hérésie intenté par l'Église à Galilée, qui au passage ne portait pas sur le fait que la Terre soit ronde, mais sur le fait que la Terre tourne autour du Soleil, ce procès n'était pas seulement un procès religieux. C'était d'abord un procès politique. Parce qu'à l'époque, le protestantisme gagne du terrain, et que dans son combat contre les protestants, l'Église s'est radicalisée pour bien faire comprendre ce qu'il en coûterait à ceux qui chercheraient à la discréditer. D'ailleurs, dans ce conflit entre catholiques et protestants, les philosophes des Lumières se situeront généralement du côté des protestants, justement parce que le protestantisme correspond à une vision libérale de la religion et à une lecture non littéraliste de la Bible. Pour en revenir à la science et à l'idéal de rationalité, il faut bien voir que ce qu'accomplissent les Lumières à l'époque, c'est une véritable révolution culturelle. Car pour la première fois, on disait aux êtres humains que la connaissance leur était accessible. Qu'elle leur était accessible à tous. Parce que la raison n'est pas quelque chose de réservé à une élite. La connaissance religieuse est réservée à une élite. La connaissance religieuse implique d'avoir reçu un enseignement théologique, d'avoir étudié longuement les textes. C'est pas donné à tout le monde. Alors que la connaissance rationnelle, c'est donné à tout le monde. Parce que la raison n'est pas un privilège de classe. Tout le monde possède une raison. Tout le monde est capable de comprendre pourquoi 2 plus 2 égale 4. Alors que comprendre la Trinité, c'est une autre affaire. Donc, le soubassement philosophique de la pensée des Lumières, c'est ce qu'Emmanuel Kant appelait l'universalité de la raison. Universalité de la raison qui fait que même si nous n'avons pas tous le même niveau d'instruction, ni les mêmes aptitudes intellectuelles, nous avons tous une intelligence. Nous avons tous une raison. Donc nous avons tous les moyens de produire de la pensée rationnelle. L'universalité de la raison, c'est ce qui fait que si une chose est logique, elle est logique pour tout le monde. Du moins en principe. Et ça c'est très important parce que ça veut dire que par la raison, il devient possible de dépasser les conflits de croyances personnelles. Quand on est dans un conflit de croyances, il n'y a pas de moyen de s'entendre. On est condamné au désaccord. La raison met fin au désaccord parce que la raison n'a pas d'idéologie. Elle n'a pas de religion. Elle n'a même pas de morale. C'est la phrase de Voltaire dans l'Ingénu, reprise par Napoléon. Il n'y a pas de secte en géométrie. Donc, grâce à la raison, grâce à ce que les Grecs appelaient le logos, les êtres humains peuvent accéder à la connaissance, ils peuvent accéder à des vérités, là où la religion les laisse au mieux dans l'ignorance, au pire dans l'illusion. Et c'est là qu'on s'aperçoit du rôle précurseur de Descartes dans l'émergence de la pensée des Lumières, parce que Descartes est le premier philosophe à penser la question de la connaissance non pas à partir de Dieu, mais à partir de la raison. Le « je pense donc je suis », c'est la première formulation de l'idée selon laquelle l'homme se définit par sa raison. Et si l'homme se définit par sa raison, ça veut dire que l'homme n'a pas à se soumettre aux dogmes irrationnels qu'on voudrait lui imposer, il n'a pas à accepter des règles de conduite arbitraires ou absurdes, parce qu'il est en mesure de savoir par lui-même ce à quoi il doit croire ou ne pas croire. Le mot d'ordre des Lumières, c'est « pense par toi-même ». Ne reçois pas ta pensée d'une autorité extérieure. Ne sois pas soumis aux autorités
qui prétendent mieux savoir que toi où est la vérité. Utilise ta raison. Ose l'utiliser. Ose penser. Ose penser, c'est la phrase d'Emmanuel Kant dans son livre « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et pour Kant, c'est vraiment ça le socle de la philosophie des Lumières, l'autonomie intellectuelle. Auto, nomos, se donner ses propres règles. Ne pas recevoir ces règles d'une autorité extérieure, y compris ces règles de pensée. La seule autorité qui doit s'imposer à l'individu, c'est la raison. Parce que la raison est une autorité neutre. C'est une autorité impartiale. Et donc, par conséquent, ce n'est pas une autorité. Pour Kant, le siècle des Lumières, c'est le passage de l'humanité de l'état de minorité à l'état de majorité. Majorité au sens de devenir majeur, d'accéder à l'âge de raison. On dit d'un enfant qu'il n'a pas encore atteint l'autonomie parce qu'il n'a pas encore atteint l'âge de raison. L'âge auquel on peut prendre des décisions éclairées. Encore et toujours la métaphore de la lumière. Donc les Lumières, nous dit Kant, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle, et il ajoute, dont il est lui-même responsable. Et oui, parce que devenir autonome intellectuellement, ça implique aussi de devenir autonome moralement. Autrement dit, d'être responsable. Si l'enfant est sous la tutelle de ses parents, c'est parce qu'on considère que s'il n'est pas en mesure de prendre des décisions éclairées, il n'est pas non plus en mesure de les assumer. Or, le pouvoir religieux, et même le pouvoir politique dans sa forme absolutiste, déresponsabilise les individus, puisqu'il les infantilise. Il les infantilise en leur demandant d'obéir au lieu de réfléchir par eux-mêmes, en leur demandant de suivre des dogmes aveuglément, sans les soumettre à l'examen critique, et donc sans qu'ils aient la possibilité de comprendre les dogmes auxquels ils obéissent. Ce n'est pas pour rien si l'œuvre qui symbolise le mieux le projet des Lumières, c'est l'encyclopédie. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, sous-titrée « Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers », le mot important étant « raisonner », parce que l'encyclopédie allait permettre la propagation de connaissances jusqu'alors réservées à l'élite intellectuelle. Et donc allait permettre, par prolongement, de fournir des armes à la pensée critique. On ne pense qu'à partir d'un matériau premier qui est le savoir. Donc, propager l'esprit critique, ça passe aussi par diffuser le savoir. Et pour les Lumières, le savoir a une importance d'autant plus fondamentale qu'il permet de désamorcer l'un des poisons de l'esprit critique, à savoir le préjugé. Préjuger, juger avant, sous-entendu, avant de connaître. Un préjugé, c'est une idée admise sans preuve. Et si le préjugé est problématique pour les Lumières, ce n'est pas seulement parce qu'il contient le risque de l'erreur. C'est aussi et surtout à cause de sa conséquence, à savoir l'intolérance. Donc vous voyez que tous les éléments s'imbriquent. Esprit critique, raison, tolérance, tout ça, ça va ensemble. Parce que le savoir nous libère de l'ignorance, et donc nous libère de l'intolérance. Et donc c'est là qu'on voit que le combat des Lumières n'est pas seulement un combat intellectuel, mais que c'est aussi un combat politique. La lutte contre l'intolérance, c'est un combat politique. Et la forme privilégiée de ce combat contre l'intolérance, ce sera la remise en cause
de la tradition. Pour les Lumières, la tradition est le véhicule de l'intolérance. Alors, voyons un peu ça. Vous avez peut-être entendu parler de la fameuse querelle des anciens et des modernes. La querelle des anciens et des modernes, c'est une polémique qui a éclaté au sein de l'Académie française au XVIIe siècle et qui a opposé les partisans de la tradition, qui considèrent que c'est dans l'Antiquité qu'on trouve les modèles à suivre, que ce soit sur le plan moral mais aussi sur le plan artistique, et les partisans de la modernité, qui considèrent au contraire qu'il faut renouveler les codes, qu'il faut renouveler les pensées, les mentalités et les normes, autrement dit, qui considèrent que la tradition doit être dépassée. Il y a un véritable clivage qui se met en place, à ce moment-là, entre ces deux conceptions du monde. D'ailleurs, on notera que Rousseau est peut-être le seul philosophe des Lumières qui se situe davantage du côté de la tradition que du côté de la modernité. Rousseau est très critique envers la modernité. Il pense que le progrès des sciences et des arts s'est accompagné d'une dépravation morale. Il pense que ce que nous avons gagné en connaissance, nous l'avons finalement perdu en courage et en vertu. Mais pour tous les autres philosophes des Lumières, la source de nos erreurs et même la source de nos maux, c'est la tradition. La tradition qui nous enferme, qui nous fait nous replier sur nous-mêmes, là où la modernité nous fait avancer. La tradition nous empêche d'être libres, elle nous impose des modes de comportement qui font obstacle à la créativité et à l'innovation. Chez les Lumières, il y a par exemple la volonté de promouvoir les différences culturelles, là où la tradition va au contraire promouvoir l'appartenance au groupe. On trouve ça par exemple dans les Lettres persanes de Montesquieu, ou dans le dernier chapitre de Candide, avec ce personnage du vieux musulman qui vit heureux en cultivant son jardin. C'est le début de ce qu'on appellera l'orientalisme. Il y a aussi chez les Lumières la volonté de promouvoir l'hédonisme, c'est-à-dire la recherche du plaisir, là où la tradition privilégiait le sacrifice et l'abnégation. Là encore, Voltaire est sans doute celui qui a le mieux exprimé cette facette de la pensée des Lumières dans un poème qui s'intitule « Le mondain » et dans lequel Voltaire affirme clairement la supériorité morale du plaisir sur la vertu. D'ailleurs, le poème a pour sous-titre « Apologie du luxe », autrement dit, apologie du superflu, apologie du plaisir et renoncement à la vertu. Citons quelques lignes. « J'aime le luxe et même la mollesse, tous les plaisirs, les arts de toute espèce, la propreté, le goût, les ornements, tout honnête homme a de tels sentiments. Il est bien doux pour mon cœur très immonde de voir ici l'abondance à la ronde, mère des arts et des heureux travaux, nous apporter de sa source féconde et des besoins et des plaisirs nouveaux. L'or de la terre et les trésors de l'onde, leurs habitants et les peuples de l'air, tout sert au luxe, au plaisir de ce monde. Ô le bon temps que ce siècle de fer, le superflu, chose très nécessaire, a réuni l'un et l'autre hémisphère. Quand la nature était dans son enfance, nos bons aïeux vivaient dans l'ignorance, ne connaissant ni le tien ni le mien. Qu'auraient-ils pu connaître? Ils n'avaient rien, ils étaient nus. Et ces choses très claires, que qui n'a rien n'a nul partage à faire. La soie et l'or ne brillaient point chez eux, admirez-vous pour cela nos aïeux. Il leur manquait l'industrie et l'aisance. Est-ce vertu? C'était pure ignorance. Donc on voit bien ici que, pour les Lumières, il ne s'agit pas seulement de remettre en cause la tradition. Il s'agit de remettre en cause toutes les idéologies de la vertu, toutes les idéologies de la restriction morale qui font obstacle à l'épanouissement et au bonheur des individus. Et ce principe de plaisir,
Une idée qu'on retrouvera plus tard chez Freud, cette idée que l'être humain recherche spontanément son propre plaisir, elle provient directement de ce qu'on appelle en philosophie le matérialisme. Le matérialisme qui veut que rien n'existe en dehors de la matière, que nos concepts moraux eux-mêmes ne sont qu'une émanation de la matière, en l'occurrence une émanation de notre corps, et qui s'oppose au spiritualisme, c'est-à-dire à l'idée d'une transcendance. Dans une conception matérialiste, tout ce qui touche à la transcendance, tout ce qui touche à un au-delà du matériel, est par définition exclu. La foi, la vertu, l'honneur, le sacrifice, ce sont des valeurs immatérielles. Et si ce sont des valeurs immatérielles, ce sont des croyances. Des croyances qui n'ont aucune réalité objective. Le plaisir a une réalité objective. Le commerce a une réalité objective. La liberté a une réalité objective. Et donc de la même façon que les Lumières combattent les superstitions religieuses, elles combattent toutes les valeurs irrationnelles issues de la tradition qui ont pour seul effet de limiter la liberté des individus. Donc quand on dit que les Lumières combattent l'absolutisme politique, qu'elles combattent ce qu'on appellerait aujourd'hui le totalitarisme, elles le combattent au nom de cet idéal de liberté. Non pas la liberté au sens stoïcien, non pas la liberté au sens de maîtrise de ses passions, mais la liberté au sens moderne, c'est-à-dire la liberté comme absence de contrainte. La liberté comme droit de penser, d'agir et de s'exprimer sans limitation par une autorité quelconque. C'est le fondement de ce qu'on appellera plus tard le libéralisme. Libéralisme politique, liberté d'agir en suivant sa propre conception du bien, mais aussi libéralisme économique. Liberté d'entreprise, liberté d'échange, liberté de nouer des contrats commerciaux sans être entravé par l'État. On avait parlé dans un précédent épisode d'Adam Smith et de sa théorie du marché, un marché libre et concurrentiel. J'avais mentionné le fait qu'Adam Smith admirait particulièrement Voltaire. Eh bien, le point de jonction entre la conception de Voltaire et la conception d'Adam Smith, c'est la liberté individuelle. Le libéralisme politique de Voltaire, c'est l'idée que l'État n'a pas à interférer dans les conceptions morales des individus. Et le libéralisme économique d'Adam Smith, c'est l'idée que l'État n'a pas à interférer dans les affaires économiques entre les individus. Dans les deux cas, l'individu est souverain. Quand on parle du libéralisme de nos jours, on a tendance à ne penser qu'au libéralisme économique. Mais c'est une erreur. Le libéralisme, ça comprend à la fois le libéralisme économique et le libéralisme politique. Parce que dès lors qu'on adhère au principe de liberté individuelle, il n'y a aucune raison de le prôner dans un domaine et de le contester dans un autre. La liberté, ça ne se découpe pas. Donc l'idée que le libéralisme politique et le libéralisme économique seraient deux concepts opposés, c'est non seulement une erreur, mais c'est même une faute. Ce sont deux concepts complémentaires, qui participent du même principe de liberté individuelle et qui ne diffèrent que par leur domaine d'application. Donc, comprendre la philosophie des Lumières, c'est comprendre le primat de ce principe de liberté, et c'est comprendre le statut central accordé à l'individu contre toutes les formes d'interventionnisme. Alors certes, le mouvement des Lumières n'est pas un mouvement philosophiquement homogène. Entre les penseurs des Lumières, il y a des différences, et il y a même des désaccords. Mais dans l'ensemble, on retrouve toujours les mêmes principes fondamentaux.
le principe de raison, par opposition à la superstition, le principe de liberté, contre toutes les formes d'oppression, le principe d'individu, considéré comme seule source légitime de ses choix et de ses actions. Ces trois principes, raison, liberté et individu, s'intègrent dans un principe plus large, dans un principe qui finalement donne tout son sens au projet des Lumières, à savoir le progrès. Les Lumières se voyaient comme une avant-garde intellectuelle qui allait conduire l'humanité vers le progrès, avec toutes les ambiguïtés et tous les problèmes de définition que ce terme comporte. Au XVIIIe siècle, l'Europe est en plein renouveau. Les découvertes de la Renaissance ont considérablement transformé les mentalités. La science a bouleversé ce qu'on croyait savoir de l'univers. Les explorateurs ont ouvert la voie à de nouveaux territoires. Le savoir se diffuse grâce à l'invention de l'imprimerie. La chimie et la médecine se développent. Et tous ces bouleversements vont contribuer à façonner ce qu'on a appelé l'esprit moderne. L'esprit moderne, c'est un esprit d'optimisme. C'est un esprit de foi dans le progrès de l'humanité, mais c'est aussi un esprit universaliste. Un esprit guidé par la volonté de s'étendre à l'humanité tout entière pour la sortir de l'obscurantisme, pour la sortir de cet état de tutelle et ainsi accéder à la majorité. Mais le grand paradoxe des Lumières, c'est que leur idéal universaliste a eu pour conséquence de conduire à ce que, précisément, ils dénonçaient. En l'occurrence, le colonialisme. Rappelez-vous le discours de Jules Ferry en 1885. Les civilisations supérieures ont le devoir d'éduquer les civilisations inférieures. Cette phrase nous paraît choquante aujourd'hui. Mais dans la bouche d'un partisan du progrès du XIXe siècle, elle fait sens. Car dans cette vision, sortir l'humanité de l'obscurantisme, ce n'est pas du colonialisme. C'est une faveur. C'est un geste d'altruisme et de bienfaisance. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et il est probable qu'en voulant guider l'humanité vers le progrès, les Lumières n'aient pas pensé un seul instant aux implications morales d'un tel projet. L'ironie étant que Diderot lui-même, dans son supplément au voyage de Bougainville, fait dire à son personnage du vieux Tahitien « Nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. » Stupéfiant. Stupéfiant de constater que les Lumières peuvent elles-mêmes conduire à l'obscurantisme quand elles sont soutenues par la certitude d'elles-mêmes. Stupéfiant que le plus autocritique des philosophes des Lumières, Jean-Jacques Rousseau, ait finalement été le seul à entrevoir les limites de cette idéologie du progrès, à voir que le progrès des connaissances ne s'accompagnait pas nécessairement d'un progrès moral, que nous avons les vertus de nos propres croyances, et que nous sommes aveugles à notre propre fanatisme, dès lors que nous sommes persuadés d'œuvrer pour le bien. Je vous remercie.